Bonsoir, merci d'être avec nous. Donc ce soir, j'accueille Jean-Luc Laurent. Jean-Luc Laurent, vous êtes député du Val-de-Marne. Bonsoir. Bonsoir. Donc, écoutez, vous êtes le bienvenu chez nous. Alors, on accueille tout le monde, de ceux qui parlent, parce que souvent, là, pour l'instant, on n'accueille que des gens de gauche, mais on peut accueillir aussi les autres. Donc, Jean-Luc Laurent, vous êtes originaire de Kremlin-Bicêtre, si je ne me trompe. Tout à fait. Je suis un enfant du Kremlin-Bicêtre. Les années ont passé, mais ma famille est installée depuis maintenant 3 générations au Kremlin-Bicêtre. Je suis un enfant de cette ville, qui est une ville qui est maintenant devenue équilibrée, avec des quartiers populaires, des quartiers très diversifiés, et qui est maintenant reconnue comme une ville agréable à vivre. Donc vous êtes en clair, vous êtes un jeune de banlieue, Jean-Luc Laurent. Je suis un jeune du Kremlin-Bicêtre. J'ai été un jeune, parce que les années ont passé, mais j'habite toujours, et depuis toujours, au Kremlin-Bicêtre. Et maintenant, avec ma famille, voilà, sur... Et vous aimez le Kremlin-Bicêtre? J'aime cette ville, et j'ai eu la chance, parce que les électeurs m'ont fait confiance, d'être élu pour servir le Kremlin-Bicêtre, la rendre plus agréable à vivre, plus belle, plus sûre et plus diversifiée qu'elle ne l'était. Mais c'est vrai que vous avez été pendant de nombreuses années maire du Kremlin-Bicêtre, mais vous avez appliqué avant le cumul des mandats, puisque vous avez quitté la mairie, vous avez laissé votre adjoint pour garder votre députation, c'est ça? J'ai été élu maire du Kremlin-Bicêtre de 1995 jusqu'en 2016. En 2016, au bout de 20 ans de mandat, j'ai considéré qu'il fallait un nouveau souffle avec un nouveau projet pour cette ville. Et un nouveau projet pour cette ville, un nouveau souffle, eh bien, ça passe par un renouvellement des élus. Et j'ai considéré qu'il était temps de transmettre à mon premier adjoint à l'époque, Jean-Marc Nicole, qui est devenu le maire du Kremlin-Bicêtre, qui est devenu donc l'édile de la ville, et qui lui aussi est un enfant du Kremlin-Bicêtre, puisqu'il y est arrivé à l'âge de 1 an. Alors, on appelle comment les gens qui habitent le Kremlin-Bicêtre? Parce que c'est une histoire, en fin de compte, de gens du Kremlin, quoi. Le Kremlin-Bicêtre est une commune qui a un peu plus de 100 ans, qui est née d'une séparation de la ville de Gentilly. Comme voici un bon siècle, eh bien, il y a eu des communes qui se sont séparées. Luc Carvounas, que vous receviez voici quelques semaines, a eu une ville qui a été construite à partir d'une séparation de Maisons-Alfort. Voilà 2 réalités, par exemple, dans le Val-de-Marne. Et cette ville s'est construite avec une identité qui fait que on est très attaché aux valeurs de solidarité, aux valeurs républicaines, de liberté, d'égalité et de fraternité. C'est dans cette ville qu'il y a eu en 1900 un arrêté pour interdire les processions religieuses. Cette ville avait des élus à l'époque qui étaient aux pointes de la laïcité et qui ont été les précurseurs, avec d'autres, de la loi de 1905. Et eh bien, ceux qui habitent au Kremlin-Bicêtre, on les appelle tout simplement les Kremlinois. Voilà, donc vous savez maintenant Je suis un Kremlinois. Vous êtes un Kremlinois, des Kremlinois et Kremlinois, c'est ça? Exactement, voilà. Et évidemment, très attaché à la citoyenneté, qui est notre vivre ensemble. Oui, parce que vous avez aussi une particularité, Jean-Luc Laurent, je crois que vous êtes président national du MRC. C'est exact. Mouvement républicain et citoyen. Vous avez succédé à une grande personnalité, quand même. Vous avez succédé à Jean-Pierre Chevènement, si je ne me trompe. Jean-Pierre Chevènement, qui a marqué avec de grandes décisions et des actes, je dirais, de probité et de courage au niveau de la politique. Il a démissionné plusieurs fois. Une fois sur la politique économique et sociale qui était suivie par le gouvernement auquel il appartenait, et puis surtout une fois qui a marqué les esprits en 1991 à l'occasion de la première guerre du Golfe, qui était une guerre, nous le savons d'autant plus aujourd'hui, qui était une guerre coloniale, il s'agissait d'aller mettre la main sur les richesses des pays du Sud. Et Jean-Pierre Chevènement a considéré que cette guerre était injuste et que lui-même, comme ministre de la Défense, ne se voyait pas
rester dans cette fonction. Et comme il l'a souvent dit, un ministre, ça ferme sa gueule. Si ça veut l'ouvrir, ça démissionne. Nos téléspectateurs et téléspectatrices s'en rappellent encore parce que c'est vrai que ça avait marqué les esprits, cette position courageuse, parce que beaucoup de gens étaient contre cette guerre justement, que vous disiez injuste, la colonisation sous une forme ou une autre, qu'elle soit économique, etc. Et c'est vrai que Jean-Pierre Chevènement a toujours défendu ce souverainisme. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu votre vision là-dessus des choses ? J'ai succédé effectivement à Jean-Pierre Chevènement à la présidence du mouvement républicain et citoyen. C'est un parti qui est à gauche, attaché à la souveraineté des peuples. C'est-à-dire que ce soit les peuples et donc les citoyens qui soient au cœur des décisions. Et si on pense à, par exemple, aux décisions qui doivent être prises sur l'avenir d'un pays, elles doivent demeurer elles doivent être prises par les peuples, par les citoyens. Parfois, ce n'est pas le cas. Parfois, on ne tient pas compte suffisamment des peuples. Il y a parfois même des référendums au niveau européen qui disent non à une construction libérale de l'Europe, et puis finalement, on ne tient pas compte de l'avis du peuple, on s'assoit dessus et on fait autre chose. Les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui ne sont pas étrangers à cette construction de l'Europe qui est une construction libérale qui a mis notre pays sous le joug de l'austérité et qui provoque du chômage de masse. C'est ça qu'il nous faut redresser aujourd'hui. Jean-Pierre Chevènement a eu le courage, voici une trentaine d'années, de dire non, de dire qu'il fallait faire autrement, qu'il fallait construire une autre Europe, qu'il fallait un projet de progrès, d'emploi pour nos compatriotes en France et pour tous ceux qui y vivent. Et eh bien, je suis de cette veine-là qui continue à aller de l'avant pour finalement, au bout du bout, faire vivre les valeurs de la République, car la liberté, l'égalité et la fraternité sont des promesses toujours inachevées. Et c'est un beau programme pour un candidat aux législatives comme je le suis, en tant que député sortant. On va y revenir, parce que vous n'êtes pas non plus, sans le savoir, Jean-Pierre Chevènement est quelqu'un qui est apprécié de l'autre côté de la Méditerranée, notamment par exemple en Algérie, puisqu'il est président de l'amitié France-Algérie depuis déjà très longtemps. Président de l'association France-Algérie. C'est ça. Tout à fait. Et donc il a toujours été défenseur. Mais je crois que c'est lié à son histoire du CRS, parce que le Parti socialiste aujourd'hui, c'est le PSU, le CRS et la SFIO. Donc c'est lié à son histoire, à son parcours, et vous inscrivez vraiment dans cette dynamique que Chevènement a impulsée. Vous savez, Jean-Pierre Chevènement, sans être trop long, mais Jean-Pierre Chevènement s'est trouvé en Algérie comme appelé du contingent pendant la guerre d'Algérie. Il était à Oran et il a participé aux contacts qui ont permis de déboucher sur les accords d'Évian et 1962. Il a toujours été très attaché par la situation de la France au bord de la Méditerranée, par sa rive sud, au dialogue sur le bassin méditerranéen et faire en sorte que les deux rives de la Méditerranée se parlent. Nous, du côté de la France, et les pays au sud, dont l'Algérie, qui avons été bien sûr marqués par cette guerre qui a fait beaucoup de victimes. Et il faut ouvrir une nouvelle page de notre histoire. Jean-Pierre Chevènement, en étant président de France-Algérie, de l'association France-Algérie, c'est pour favoriser le dialogue, pour faire en sorte qu'on aille de l'avant, qu'on bâtisse dans l'indépendance et dans le respect de la souveraineté du peuple algérien comme du peuple français, un avenir qui puisse être meilleur pour l'ensemble de nos citoyens. Alors vous pourriez reprendre le slogan à l'époque de l'autre 8 mai qui était « À bas le fascisme et le colonialisme », quoi. Tout à fait. Tout à fait. C'est deux variantes qui mettent à mal la liberté. Et quand on est attaché à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, ces valeurs qui sont des valeurs que la France porte, mais qu'elle partage avec d'autres pays du monde, eh bien, nous devons veiller à ce que le fascisme soit écarté et que il n'y ait pas de nouveau colonialisme dans les rapports entre les États. C'est donc c'est dit. Écoutez, et donc là aujourd'hui, vous êtes le candidat sortant
Vous êtes le député de la 10e circonscription du Val-de-Marne, vous êtes sortant, et donc vous allez solliciter un nouveau mandat. Est-ce que c'est pour porter la voix au-delà des criminels, puisqu'il y a aussi Ivry, je crois, dans la circonscription, et plus un Gentilly. Donc est-ce que c'est pour porter la voix de cette banlieue qu'on n'entend pas, qu'on en voit toujours à travers le prisme médiatique et les préjugés, ou est-ce que, enfin voilà, quel est le message que vous voulez faire passer à ces concitoyens qui vous ont suivi, qui vous ont fait confiance en 2012, pour qu'ils vous refassent confiance en 2017 ? Eh bien, demain, je serai comme je l'ai été depuis 2012, où j'ai été élu pour la première fois député de cette 10e circonscription du Val-de-Marne, qui comprend la commune du Kremlin-Bicêtre, la ville d'Ivry et des morceaux de Gentilly Est et une partie du nord de la commune de Vitry. Ce sont des communes qui sont marquées par de banlieues, qui sont des villes populaires, qui aspirent elles aussi au développement, au bien vivre ensemble, au développement de la citoyenneté, à la capacité à prendre sa place dans la société, par le travail, en fondant sa famille. Eh bien, tout cela, tout ce qu'il convient de faire pour finalement porter le progrès pour tous, j'ai essayé, et je pense avoir été reconnu pour être un député qui a été à l'écoute de tous les habitants, de tous les citoyens de cette circonscription, au travers des permanences que j'ai fait chaque semaine, au travers de ma présence sur le terrain dans chacune des communes, et puis au travers de mon implication à l'Assemblée nationale pour porter la voix des citoyens de ces 4 villes. Et je l'ai fait dans la majorité, en restant dans la majorité de gauche, en restant un député libre et responsable. Je n'ai jamais voulu m'opposer à tout, par principe. J'ai toujours voulu me déterminer à partir de mes valeurs de gauche, de mes valeurs et nos valeurs communes de liberté, d'égalité et de fraternité. Eh bien, j'ai toujours voulu me prononcer en fonction de ce qu'était un projet de loi qui était présenté. Est-ce qu'il va dans le sens du progrès? Est-ce qu'il répond aux besoins de la France, de tous ses habitants? Ou est-ce qu'il est régressif? Ou est-ce qu'il ne va pas dans la bonne direction? Bien, à chaque fois, je me suis positionné positivement sur certains textes, ou parfois j'ai combattu certains textes. Je pense à 2 en particulier. La loi travail, je considérais que c'était un mauvais projet de loi, qu'il fallait le combattre, et j'ai effectivement combattu ce projet qui malheureusement a été adopté par le 49.3. Et j'ai combattu le projet de déchéance de la nationalité. J'ai considéré que la citoyenneté ne pouvait pas, qui est liée à la nationalité. On est citoyen parce qu'on est citoyen français, c'est-à-dire qu'on a une nationalité. Et je n'ai pas voulu qu'on coupe la nationalité en tranches, sous prétexte que certains de nos compatriotes seraient binationaux. Je n'ai pas voulu qu'on aille dans cette direction et qu'on soit dans le rejet. Donc j'ai combattu et j'ai contribué, avec d'autres députés de gauche, à empêcher la modification des règles de la déchéance de la nationalité. Justement, pour un élu comme vous de banlieue, est-ce que c'était pas quand même un marqueur de gauche qui avait sauté et qui ça a beaucoup, enfin tous les gens qui avaient voté pour la gauche en 2012 pour se débarrasser de Sarkozy ont été quand même assez choqués de ce débat sur la déchéance. C'était, pour que la gauche le porte ou le pose sur la table, c'était quand même quelque chose. C'est une ligne qui a été franchie pour vous. Oui, c'est une ligne rouge qui avait été franchie et que je ne pouvais pas accepter. D'abord parce que je suis à gauche et un républicain attaché à la pleine citoyenneté. Et je considère qu'on ne peut pas aller dans le saucissonnage, comme je l'ai indiqué, de la nationalité. Elle est pleine et entière. Elle confère aux citoyens, celui qui a la nationalité, la capacité d'agir, de donner son point de vue, de voter, d'être pleinement un citoyen dans la plénitude de ses droits. Et on ne peut pas accepter ces remises en cause. Ce que, malheureusement, François Hollande a tenté de faire, c'est ce que voulait Nicolas Sarkozy. Je n'avais pas été élu en 2012 pour faire cela, et j'ai refusé.
de suivre le président de la République sur ce sujet. J'ai voté contre comme d'autres, ce qui fait que ce projet n'a pas été adopté. Par contre, il est clair qu'il faut être intraitable à l'égard du fondamentalisme et du djihadisme. Bon, le djihadisme, avec les attentats qui interviennent, et on le voit encore récemment à Manchester, montre qu'il frappe partout. Il frappe d'ailleurs de façon indistincte. L'objectif est de terroriser. L'objectif est de faire le plus grand nombre de victimes. Et face à cette situation, il faut évidemment le combattre, en faisant vivre les valeurs de la République et en protégeant les Français. Mais quand vous parlez effectivement de djihadisme, est-ce que c'est pas plutôt le terrorisme? Parce que, effectivement, que les gens se revendiquent. Est-ce qu'on est obligé de leur redonner l'étiquette parce que justement s'ils la revendiquent, c'est peut-être pour entraîner les gens dans le chaos? Est-ce qu'effectivement aujourd'hui, ce sont des terroristes? Est-ce parce que nul ne peut se revendiquer d'une religion? Aucune religion ne peut inciter, c'est là-dessus que je voudrais dire, à aller, d'ailleurs la laïcité non plus, mais que l'on croit ou ne croit pas, personne ne peut inciter les gens. Comment des gens qui tuent des enfants, des innocents, peuvent espérer aller au paradis? Il n'y a pas de paradis assez grand ou vaste pour les accueillir, ces gens-là. Ce sont des assassins, ce sont des barbares, enfin je trouve pas qualifié, mais donc est-ce que il faut qualifier, et vous avez raison, ce sont des terroristes. Oui, et il faut combattre ces terroristes qui s'appuient sur une vision de la religion et qui n'a rien à voir avec ce qu'est la religion musulmane. Alors il faut à la fois le combattre, c'est le rôle de l'État. Moi j'ai été membre de la commission parlementaire d'enquête sur les moyens du terrorisme et j'ai pu travailler pendant 6 mois sur cette situation. Évidemment il faut protéger les Français, il faut davantage de policiers, il faut pouvoir intervenir avec des moyens adaptés. Ce qui a été fait avec les lois antiterroristes qui ont été votées. Mais il faut faire en sorte aussi qu'on mette hors d'état de nuire à l'extérieur ou à l'intérieur ceux qui veulent attenter à la vie par des attentats. Donc le terrorisme doit être absolument combattu. Et ce qui a été mis en œuvre suffit. J'entends Emmanuel Macron, le président de la République, qui va demander la mise en place d'une nouvelle période d'état d'urgence. On en est à je ne sais plus combien. J'ai voté la première fois l'état d'urgence, après les attentats du 13 novembre 2015. Et j'ai voté cette loi cette loi d'état d'urgence parce que c'était nécessaire. Depuis, on a adapté nos lois. On a renforcé les moyens de police, on a renforcé les moyens de renseignement. Nos forces de police font un travail et de sécurité font un travail remarquable. Mais on peut le faire dans le cadre de l'état de droit qui existe aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'aller vers un nouvel état d'urgence. Je l'avais dit à plusieurs reprises dans l'hémicycle, ce qui m'avait conduit à voter contre les prolongations successives d'état d'urgence. Il faut sortir de ce cercle vicieux où un président de la République a peur de sortir de l'état d'urgence alors qu'il a tous les moyens pour intervenir sous prétexte qu'il y a un risque, qu'il y a un attentat et qu'on le lui reproche. Non, c'est pas de bonne politique. Voilà, on est un état de droit, il y a les moyens qui ont été donnés, qui ont été renforcés par plusieurs lois successives, et j'ai voté toutes les lois de renforcement de lutte contre le terrorisme, mais il n'y a pas besoin d'aller plus loin, me semble-t-il. On a les moyens pour agir, et nos forces de police et de sécurité et de renseignement ont les moyens d'agir. D'ailleurs, on le voit, il y a eu plusieurs tentatives d'attentats qui ont été déjouées, et il faut rendre hommage à cette implication de nos forces de sécurité, à leur courage et au fait qu'ils risquent leur vie pour protéger nos vies à tous. Alors on a bien compris que vous êtes quand même un républicain attaché à la citoyenneté pleine et entière. Donc vous l'expliquez d'ailleurs, vous ne faites pas d'amalgame entre les musulmans, les terroristes, etc. Vous l'avez expliqué. Et c'est vrai que et je sais que vous êt, puisque je suis aussi valornais, très attaché, vous allez effectivement, pas pour le repli, mais vous allez visiter l'ensemble des communautés, vous allez beaucoup, quand vous êtes invité dans les vœux, que ce soit par l'ambassade d'Algérie, Maroc, ou les associations dites africaines ou autres, c'est vrai que vous êtes beaucoup, vous déplacez beaucoup, vous êtes dans le dialogue. Je pense que la citoyenneté, c'est quelque chose que vous portez vraiment. Je suis un laïc, donc je suis attaché à la
protection de toutes les religions et au respect des convictions de tous les citoyens. Donc, quand je suis invité à des cérémonies ou en marge de cérémonies religieuses, culturelles, je me rends volontiers à ces cérémonies. Et je dois vous dire que lorsque j'étais maire du Kremlin-Bicêtre, nous avons pu, et j'ai pu, susciter le dialogue entre les différentes religions monothéistes que nous connaissons dans notre pays et dans nos communes. Et donc, il y a une association interculturelle du Val-de-Bièvre qui s'est constituée et qui regroupe les musulmans, les juifs, les catholiques et les protestants. Oui. Et cette association interculturelle se réunit régulièrement pour échanger, parler de leurs convergences, de leurs différences, du point de vue spirituel, et pour faire connaître. Et chaque année, ils réalisent une conférence pour faire connaître les religions. Et la dernière conférence a eu lieu il y a 15 jours, vous voyez. Et elle a eu lieu au Kremlin-Bicêtre, puisque ces conférences annuelles tournent dans les communes du Val-de-Marne. Et elle a eu lieu au Kremlin-Bicêtre pour parler d'une idée importante, qui est la fraternité. Ben, je crois que c'est l'idée quand même de base, non? Parce que dans ce que vous expliquez, Jean-Luc Laurent, vous êtes là-dessus, sur la fraternité, vous êtes attaché aux valeurs de la République, à ces valeurs qui sont malheureusement battues en brèche par certains, mais ça transpire chez vous, vous êtes très attaché à ces valeurs-là, ça vous est très attaché au lien social dans votre Tout à fait, parce territoire. Que je pense que ces valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité sont des promesses qui sont inachevées. Et on voit bien qu'aujourd'hui, pour la liberté, pour l'égalité, pour la fraternité, il y a des mesures à prendre. Il y a des choses à faire au travers de l'école, au travers de l'accès au travail, au travers de la pleine citoyenneté du point de vue des droits, sans oublier les devoirs de chacun. Et ces trois valeurs républicaines, elles s'inscrivent dans le chemin de l'humanité, le chemin du progrès. Et je pense que ce sont de bonnes boussoles pour l'action publique, pour l'action qu'on doit mettre en œuvre dans nos communes de banlieue qui aspirent à davantage d'égalité de droits. Voilà. Et là-dessus, ça veut dire que nous devons prendre les moyens d'agir. Et prendre les moyens d'agir, ça veut dire avoir des représentants qui soient les bons porte-parole des citoyens à l'Assemblée nationale. Moi, je suis un député, comme je vous l'ai dit, qui est libre et responsable. Libre par ses votes et responsable parce qu'il veut que le pays aille mieux. Donc, je me suis positionné en fonction de l'intérêt public, de l'intérêt général, de ce qui était bon pour nos citoyens dans les 5 ans qui viennent de s'écouler. Je me propose de continuer sur le même chemin pour faire profiter à tous du progrès économique et social. Si je vous résume sur la laïcité, votre position, c'est la loi protège la foi tant que la foi ne fait pas la loi. Exactement, c'est le principe même de la laïcité. La laïcité, c'est le respect des convictions de chacun, avec la liberté religieuse, la liberté de croire ou de ne pas croire, et d'être protégé par l'État dans l'exercice de cette liberté. Mais en retour, la religion n'a pas à se mêler ou à être partie prenante des affaires de la cité ou à venir sur le terrain de l'espace public, qui est le terrain d'une seule communauté, qui est rassemblée sous le beau mot de citoyens. Parce que par-delà nos histoires, nos identités spirituelles, eh bien, nous avons en commun la citoyenneté qui nous confère des droits et des devoirs, et on doit parler d'égal à égal en laissant chez soi le choix religieux que l'on peut avoir. Alors, ça tombe bien parce que vous savez que les musulmans vont rentrer dans une période de jeûne. Oui. Alors le ramadan oui. qui est
Donc c'est pas un effet de mode, parce que pour les gens, il faut savoir que le ramadan, beaucoup de gens le savent, mais ceux qui ne le savent pas, c'est justement pour que les gens ressentent ce que c'est de ne pas manger à sa faim, pour ressentir un peu ce que peuvent vivre les gens qui sont nécessiteux. Donc c'est un mois de générosité, etc. Donc vous auriez envie de leur dire quoi? Parce que vous qui êtes très attaché à la citoyenneté, laïque, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Je sais que vous souhaitez, ni aux chrétiens, ni à personne, je crois que vous ne souhaitez de vœux pour ces périodes. Je n'ai pas l'habitude, et ça remonte à une vingtaine d'années, lorsque j'ai été élu maire, de souhaiter un joyeux Noël, un bon Ramadan, de bonnes fêtes, de Kippour, à l'égard de toutes les religions. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut respecter les convictions de chacun et il faut se garder de tout clientélisme. Et je pense que le rapport aux religions passe souvent pour des élus à se comporter dans des logiques clientélistes en souhaitant telle ou telle fête religieuse. Quand je suis invité, je viens et je vais à la mosquée du Kremlin-Bicêtre, à la synagogue, au temple ou à l'église. Et à chaque fois, j'y vais comme élu qui fait vivre la laïcité, qui est attentif aux appartenances religieuses, aux convictions religieuses, mais pas à rentrer dans une logique que je qualifie de clientélisme. Pourquoi? Parce que finalement, souvent on utilise la religion, et particulièrement l'islam, vous voyez, on utilise particulièrement la religion musulmane pour s'adresser aux citoyens de confession musulmane en oubliant qu'ils sont d'abord des citoyens et donc des adultes qu'on doit respecter et prendre en tant que tels. Et donc moi je préfère être dans une logique de profond respect à l'égard de tous les citoyens, quelle que soit leur religion, et en mettant de côté tout esprit de clientélisme d'élus en France, ou parfois, nous le savons aussi, de clientélisme étranger à l'égard des religions. Je crois que les religions doivent se gérer elles-mêmes. Je pense que la religion musulmane est une grande religion qui a toute sa place, qui doit être protégée et accompagnée par la République, avec bienveillance comme toutes les religions. Mais je crois que nous avons besoin d'un islam français. Et peut-être que mon souhait, l'ayant porté pendant 5 ans à l'Assemblée nationale, eh bien, c'est de pouvoir continuer à faire prévaloir la nécessité de construire en France un islam français. C'est-à-dire avec des décisions qui se prennent ici, par ceux qui se reconnaissent dans une même religion, quel que soit leur parcours, etc. Et qu'on leur donne les moyens de faire vivre leur religion. C'est ça l'islam français, avec sans doute, pour moi, évidemment, des imams qui soient formés ici. Chevènement, comme ministre de l'Intérieur, avait initié ce chemin. Il a une mission d'ailleurs là-dessus. Et il a une mission. Et il faut aller de l'avant. C'est très important. De même qu'il faut non seulement former des imams, mais permettre qu'il y ait aussi et faire en sorte que de plus en plus les prêches soient en français. Ça permettra de montrer que la religion musulmane est une religion à l'identique des autres du point de vue de son rapport aux citoyens. Et nous le savons bien. Parce que la religion musulmane, ce n'est pas une religion fermée, c'est une religion qui prône l'ouverture, la tolérance, le respect. Et c'est tout cela qu'il faut encourager et faire en sorte qu'il y ait un islam français qui prenne sa place aux couleurs de la République. Donc pour ce mois de jeûne, c'est ce qu'on peut dire aux musulmans, de prendre toute leur place, de participer. Allez-y. Et donc, avant de conclure, Jean-Luc Laurent, donc quelques mots. Si vous êtes élu le 18 juin, c'est pas l'appel du général de Gaulle, mais c'est la date de l'élection. C'est la date de l'élection en tout cas. Si vous êtes élu, dans quel camp vous vous poserez? Comment vous vous situerez par rapport justement à
à ce président de la République, à En Marche, qui effectivement aujourd'hui va essayer d'avoir une majorité. Quel sera votre positionnement? Peut-être que les citoyens vous la posent, la question, peut-être que vous voudrez... Ah, mais on me la pose, et je suis candidat, comme je l'ai été en 2012, candidat du mouvement républicain et citoyen, qui a le soutien du PS et du Parti radical de gauche. Et je suis le seul candidat dans la 10e circonscription du Val-de-Marne qui rassemble. C'est pourquoi j'ai mis comme étiquette la gauche rassemblée et responsable. C'est ça ma fibre. Donc je n'entends pas aller dans le groupe du président de la République, le groupe de la République En Marche, parce que le président de la République se qualifie au centre et cherche à regrouper des citoyens et des élus qui obéiront le doigt sous la couture du pantalon au programme qu'il met en place. Je ne suis pas d'accord avec toutes les orientations de ce qu'il présente. Donc, étant à gauche, je participerai à un groupe qui permettra de faire vivre la gauche. Parce que vous savez, Emmanuel Macron, je ne sais pas si ça vous a échappé et si ça échappe à nos concitoyens, mais il n'est ni de gauche, comme disait François Mitterrand. Il est au centre et il fait une politique où il a donné les grands portefeuilles ministériels, Premier ministre, Bercy, à la droite. Et je ne pense pas qu'on puisse avancer positivement là-dessus. Donc, il ne faut pas lui donner les pleins pouvoirs, il ne faut pas lui donner un chèque en blanc. Il faut que la gauche puisse exister dans sa diversité à l'issue des élections législatives des 11 et 18 juin, parce qu'il y aura besoin de députés de gauche qui pourront jouer l'influence, s'opposer lorsque ça sera nécessaire, accepter des projets qui iront dans le bon sens. Par exemple, la réduction des effectifs scolaires dans les écoles de nos quartiers populaires, politique de la ville dont on parlait. En banlieue, on voit bien que nous avons des enfants qui ont du mal au niveau de l'école. Quand Emmanuel Macron dit qu'il va réduire le nombre d'enfants par classe, c'est une très bonne chose. Et moi, c'est pas parce que ça viendra de lui que je voterai contre. Je voterai pour. Mais par contre, la loi travail qu'il veut, numéro 2, qu'il veut mettre en place au travers des ordonnances, il n'en est pas question. Je ne voterai jamais un tel texte qui serait une régression pour les salariés de notre pays. Car on ne fera pas marcher l'économie si on ne met pas les salariés dans le coup avec des droits et des capacités d'agir. Donc, en clair, il y a une phrase que les Algériens entendent souvent dans les bus, c'est avancer vers l'arrière. Donc, en clair, c'est en marche arrière, quoi. C'est ça. Moi, je veux. Est-ce que c'est en marche arrière ou est-ce que c'est en marche en crabe? C'est en marche à gauche, en marche à droite. En marche à gauche. Je pense que Emmanuel Macron est en marche, mais en marche au centre et de plus en plus à droite. Donc, il faut qu'il y ait une gauche sérieuse, solide, fidèle au monde du travail, fidèle à nos villes de banlieue qu'on représente aujourd'hui, pour porter une opposition responsable. Une opposition responsable. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un mouvement qui est en marche, mais qui est en marche en panne d'essence? Pas d'essence le pétrole, d'essence le sens de la vie, le sens des valeurs, le sens de la gauche, le sens du progrès. Il cherche à être attrape-tout, et en étant attrape-tout, on n'est nulle part. Or, le combat politique passe par l'affirmation de valeurs auxquelles on se raccroche. On ne peut pas, comme le pense Emmanuel Macron, effacer la gauche et la droite. Voilà, il y a des projets, il y a nécessité d'avoir des débats qui positionnent la gauche et la droite. Par contre, la gauche, à l'évidence, au travers des 5 années qui viennent de s'écouler, de ce qui s'est passé sous la présidence de François Hollande, les distances qui ont été prises, pour ne pas dire les renoncements aux engagements qui avaient été pris par l'ancien président de la République, exigent que la gauche se refonde, se ressource, qu'elle réfléchisse. Mais ça, c'est toute la tâche qui sera passionnante de reconstruction d'une gauche, je dirais d'une gauche qui prenne la mesure de ce qu'est la France au XXIe siècle. Et c'est la tâche que nous aurons à faire après l'élection législative. Dans l'immédiat, il faut faire en sorte qu'il y ait des députés de gauche, le plus grand nombre possible, à l'Assemblée nationale.
Jean-Luc Laurent, merci. Eh bien, écoutez, le message est passé. Donc, vous avez des gens qui veulent reconstruire la gauche. Je crois que la gauche a besoin effectivement de tous ces mouvements pour se reconstruire. Donc, merci de nous avoir suivis. Merci Jean-Luc Laurent merci à vous. de nous avoir rejoints sur ce plateau. Et moi, je vous dis bonsoir et on se retrouve très bientôt dans une autre émission Plein Feu, le vrai débat. Bonsoir et bonne soirée. Et pour tous les musulmans de France et de Navarre, les gens de la musulmanie, c'est de l'humour, hein, et ben je vous souhaite un bon ramadan et j'espère que ce mois sera propice à vos recueillements et surtout à la solidarité, parce que c'est aussi ça, on prend dans la religion ce qu'il y a de bon et que les gens au moins l'utilisent. Donc bon ramadan musulmans. Bon mois de juin à tous, catholiques, protestants, juifs, enfin tous ceux qui nous regardent. Écoutez, bonne soirée, et bien à très bientôt. Bonsoir.